Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Gallmeister, présentent Autant en emporte le vent, volume 1, de Margaret Mitchell, interprété par Caroline Maillard. Première partie. Scarlett O'Hara n'était pas belle, mais les hommes en avaient rarement conscience une fois sous son charme, comme l'étaient les jumeaux Tarleton. Sur son visage se mêlaient trop crûment les traits délicats de sa mère, une aristocrate d'origine française de la côte de la Géorgie, et ceux, épais, de son père, un Irlandais Rubicon. Mais c'était un visage saisissant, au menton pointu, à la mâchoire carrée. Ses yeux étaient vert pâle, sans une seule touche de noisette, légèrement étirés aux extrémités et étoilés de cils raides et noirs. Au-dessus, ses sourcils noirs touffus partaient vers le haut, traçant une surprenante ligne oblique sur sa peau d'un blanc de magnolia. Cette peau si prisée des femmes du Sud et si soigneusement protégée par des capotes, des voiles et des mitaines contre les soleils brûlants de Géorgie. Assise avec Stuart et Brent Tarleton à l'ombre fraîche de la véranda de Tara, la plantation de son père, en ce radieux après-midi d'avril 1861, elle formait un joli tableau. Sa nouvelle robe verte en mousseline fleurie déployait ses 11 mètres d'étoffe bouffante par-dessus les cerceaux de sa crinoline et s'harmonisait exactement avec les mules de maroquin vert à talons plats que son père lui avait récemment rapportées d'Atlanta. La robe rehaussait à la perfection sa taille de 43 centimètres, la plus fine de 3 comtés, et le corsage très ajusté montrait une poitrine déjà bien formée pour ses 16 ans. Mais malgré la simplicité avec laquelle sa jupe s'étalait, l'allure sage que lui donnaient ses cheveux habilement retenus en chignon dans une résille et l'immobilité de ses petites mains blanches croisées sur ses genoux, sa véritable nature était pauvrement dissimulée. Les yeux verts dans le visage d'une douceur appliquée étaient tempétueux, volontaires, débordants de vie, clairement à l'opposé de son attitude convenable. Ses manières lui avaient été imposées par les douces remontrances de sa mère et la discipline plus stricte de sa mamie. Ses yeux étaient à elle. De chaque côté d'elle, les jumeaux se prélassaient tranquillement dans leur fauteuil, plissant les yeux à cause du soleil qu'ils regardaient à travers de grands verres ornés de feuilles de menthe, tout en riant et en parlant, leurs longues jambes, bottées jusqu'aux genoux et robustes à force d'être en selle, négligemment croisées. À 19 ans, avec leurs 1,87 m, leurs os longs et leurs muscles durs, leurs visages tannés et leurs cheveux roux foncés, leurs yeux rieurs et arrogants, leur corps vêtu de vestes bleues identiques et de culottes de cheval couleur moutarde, ils se ressemblaient comme 2 balles de coton. Dehors, le soleil de la fin d'après-midi tombait à l'oblique dans la cour, enveloppant d'un éclat brillant la profusion de fleurs blanches des cornouillers qui se détachaient du fond vert tendre. Les chevaux des jumeaux étaient attachés dans l'allée, de robustes bêtes, rousses comme les cheveux de leur maître, et autour de leurs pattes se disputait la meute de chiens maigres et nerveux, dressés à chasser l'opossum qui accompagnait Stuart et Brent partout où ils allaient. Un peu à l'écart, comme il seyait à un aristocrate, un dalmatien moucheté de noir était couché, le museau sur les pattes, attendant patiemment que les garçons rentrassent dîner. Entre les chiens et les chevaux et les jumeaux, il existait un lien plus profond que celui dû à leur fréquentation assidue. Ils étaient tous en bonne santé, de jeunes animaux insouciants, soignés, gracieux, fringants, les garçons aussi fougueux que les chevaux qu'ils montaient, fougueux et dangereux, mais néanmoins aimables envers ceux qui savaient comment les prendre. Bien que nés dans l'aisance d'une vie de planteur, servis au doigt et à l'œil depuis l'enfance, les visages des 3 jeunes gens sur la véranda n'étaient ni avachis, ni indolents. Ils avaient la vigueur et la vivacité des gens de la campagne qui ont passé toute leur existence au grand air et ne se mettent guère martel en tête pour les choses insipides qu'on trouve dans les livres. La vie dans le comté de Clayton, au nord de la Géorgie, était encore récente et un peu rudimentaire selon les critères d'Augusta, de Savannah et de Charleston. Les régions du sud, plus tranquilles et plus anciennes, prenaient de haut les Géorgiens de l'intérieur du pays. Mais ici, dans le nord de la Géorgie,
Ne pas maîtriser les subtilités d'une éducation classique n'était pas honteux, à condition que l'homme fût intelligent pour les choses qui comptaient. Et faire pousser du bon coton, bien monter à cheval, être bon tireur, danser avec légèreté, servir de cavalier aux dames avec élégance et tenir l'alcool comme un gentleman étaient les choses qui comptaient. En ce qui concernait ses talents, les jumeaux excellaient, et ils se distinguaient tout autant par leur incapacité notoire à apprendre le contenu d'un livre, quel qu'il fût, de la première à la dernière page. Leur famille avait plus d'argent, plus de chevaux, plus d'esclaves que n'importe laquelle dans le comté, mais les garçons savaient moins de grammaire que la plupart de leurs voisins crackers. C'était précisément pour cette raison que Stuart et Brent traînaient sur la véranda de Tara en cet après-midi d'avril. Ils venaient d'être renvoyés de l'université de Géorgie, la 4e à les avoir mis dehors en l'espace de 2 ans, et leur frère aîné, Tom et Boyd, étaient rentrés avec eux car ils refusaient de rester dans une institution où les jumeaux n'étaient pas les bienvenus. Stuart et Brent trouvaient leur dernier envoi très drôle, et Scarlett, qui n'avait pas ouvert de livre de son plein gré depuis qu'elle avait quitté l'école de filles de Fayetteville l'année précédente, le jugeait tout aussi amusant qu'eux. « Je sais que vous vous moquez tous les deux d'avoir été renvoyés, et que Tom aussi, » dit-elle. « Mais Boyd, il a l'air de tenir à faire des études, et vous l'avez tous les deux sorti de l'université de Virginie, puis d'Alabama, puis de la Caroline du Sud, et à présent de Géorgie. Il ne finira jamais à ce train-là. »« Oh, il peut faire son droit dans le bureau du juge Parmalee à Fayetteville, » répondit Brent avec insouciance. « Et puis cela n'a pas grande importance. Nous aurions dû de toute façon rentrer à la maison avant la fin du trimestre. »« Pourquoi ? » ?»« La guerre, petite dinde. La guerre va éclater d'un jour à l'autre, et vous ne croyez tout de même pas que l'un de nous allait rester à l'université alors qu'on est en guerre ? »« Il n'y aura pas de guerre, voyons, vous le savez bien, » déclara Scarlett lasse. « Ce ne sont que des on-dit. Tenez, Ashley Wilkes et son père ont raconté à papa pas plus tard que la semaine dernière que nos délégués à Washington arriveraient à un accord à l'amiable avec M. Lincoln au sujet des États confédérés, sans compter que les Yankees ont trop peur de nous pour se battre. Il n'y aura pas de guerre, et j'en ai assez d'en entendre parler. »« Il n'y aura pas de guerre !» s'écrièrent les jumeaux d'un air indigné, comme si on leur avait menti. « Voyons, mon chou, bien sûr qu'il y aura la guerre, » dit Stuart. « Les Yankees ont peut-être peur de nous, mais après la façon dont le général Beauregard les a délogés à coups de canon avant-hier de Fort Sumter, ils vont devoir se battre s'ils ne veulent pas être considérés comme des lâches aux yeux du monde entier. Les États confédérés... » Scarlett fit une moue d'agacement là. « Si vous dites encore une fois guerre, je rentre et je ferme la porte. Aucun mot dans ma vie ne m'a autant fatigué que celui de guerre, si ce n'est celui de sécession. Papa parle de guerre matin, midi et soir, et tous les hommes qui viennent lui rendre visite s'emportent au sujet de Fort Sumter et des droits des États et d'Abe Lincoln, au point que je pourrais hurler tellement j'en ai assez. Et les garçons aussi ne parlent que de cela et leur bonne vieille troupe. On ne s'est amusé à aucune fête ce printemps parce que les garçons n'ont que le mot de guerre à la bouche. Je suis très contente que la Géorgie ait attendu que Noël soit passé pour faire sécession. Sinon, cela nous aurait aussi gâché les fêtes de Noël. Si vous dites encore guerre, je rentre. » Elle pensait ce qu'elle disait, car elle était incapable de supporter longtemps une conversation dont elle n'était pas le sujet principal. Mais elle souriait quand elle parlait, creusant sciemment sa fossette et battant des cils aussi vite que des ailes de papillon. Les garçons étaient charmés, ainsi qu'elle l'avait souhaité, et ils s'empressèrent de s'excuser de l'avoir ennuyée. Pour autant, son manque d'intérêt ne la faisait pas descendre dans leur estime, bien au contraire. La guerre était une affaire d'hommes, pas de femmes, et ils voyaient dans son attitude la preuve de sa féminité. Étant parvenue à les détourner de la question fastidieuse de la guerre, elle revint avec attention à leur situation présente. « Qu'a dit votre mère quand elle a appris que vous aviez été une fois de plus renvoyés ?» Se rappelant comment leur mère s'était comportée 3 mois auparavant lorsqu'ils étaient rentrés, à sa demande, de l'université de Virginie, les garçons parurent gênés. « Eh bien, » commença Stuart, « elle n'a pas encore eu l'occasion de dire quoi que ce soit. Tom et nous sommes partis de bonne heure ce matin avant qu'elle se lève, et Tom s'est arrêté en chemin chez les Fontaines. » « N'a-t-elle rien dit quand vous êtes rentrés hier soir ? » La chance était avec nous hier soir. Juste avant notre retour, on nous a livré le nouvel étalon que Ma a acheté le mois dernier dans le Kentucky. Et ça a été la panique. Une sacrée bête. C'est un bien beau cheval, Scarlett,
Il faut que vous disiez à votre père de venir le voir sans plus tarder. Il a déjà salement mordu le palefrenier qui l'a conduit ici et il a piétiné 2 nègres de mât qui attendaient le train à Jonesboro. Et on n'était pas encore à la maison qu'il avait presque démoli l'écurie à coups de sabot et à moitié tué Strawberry, le vieil étalon de mât. À notre arrivée, Ma était dans l'écurie avec un sac rempli de sucre. Elle le calmait et s'en sortait plutôt bien. Les nègres s'étaient accrochés aux poutres, les yeux exorbités, tellement ils avaient peur, mais Ma lui parlait comme s'il faisait partie de la famille, et il lui mangeait dans la main. Ma n'a pas ça pareil avec les chevaux. Et quand elle nous a vus, elle a dit « Au nom du ciel, qu'est-ce que vous fabriquez encore ici tous les 4? Vous êtes pires que les plaies d'Égypte. » Et alors, le cheval s'est mis à s'ébrouer et à se cabrer, et elle a dit « Sortez, vous ne voyez pas qu'il est nerveux, le pauvre chéri. Je m'occuperai de vous 4 demain. » On est donc allé se coucher, et ce matin on a filé avant qu'elle nous attrape, et on a laissé Boyd se débrouiller avec elle.